Salut Hicham, Bonjour Jean, au plaisir de te revoir. c'est un plaisir partagé. Ouais, ça fait quelques petits mois que je t'avais pas Ouais, vu. effectivement. Et quand je t'avais rencontré à la conférence d'Alexandre Cormon, Ouais, j'ai eu un bon ressenti de ta présence. merci. Hmm. Du coup, j'ai cette manière de ne pas présenter les gens que j'interviewe, parce que je pars toujours du principe que la personne qui te connaît le mieux, c'est toi. Mhm. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu sur qui tu es et ce que tu fais? Alors, je me présente à toi et à tout le monde, du coup, par la même occasion. Hicham Akadam, donc je travaille dans le domaine du coaching mental. Donc, je vais m'orienter beaucoup plus sur tout l'univers du mental et tout ce qui est lié surtout au domaine de l'inconscient. Donc, il y a une partie qui est, comme tu sais, qui est une partie qui est consciente, et il y a une grosse machine derrière qu'on oublie souvent, qui est la partie inconsciente. Et tout le travail que j'ai, c'est d'essayer d'harmoniser en fonction des problématiques que les personnes peuvent avoir pour justement essayer d'aligner les personnes entre le conscient et l'inconscient. L'hypnose est l'outil pour moi, c'est l'autoroute pour accéder à l'inconscient. Cet outil va te permettre vraiment de pouvoir dialoguer, de mettre en veille la partie consciente et de pouvoir dialoguer directement avec l'inconscient, là où est 95% de tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les, tes ongles qui sont en train de pousser, les cheveux, le cœur qui bat, les paupières, toute cette machine se fait en tâche de fond. Et souvent, il y a des mécanismes qui sont mis en place très jeunes, très tôt. Et c'est là où des fois, il peut y avoir des petits réajustements à faire. Hmm. Donc, en gros, ton travail te permet d'aller voir un petit peu ce qui a pu se passer durant l'enfance d'une certaine Ouais, manière par rapport à tous ces schémas de pensée ou ces habitudes qui sont exactement. inconscientes dont Ouais. on... Il y a toute cette partie conditionnement, en fait. C'est comment tu as été formaté Mhm. depuis que tu es tout petit. Sachant que quand tu es entre 0 et 7 ans, ce qui se passe, c'est que tu es, t'es une éponge. Donc en fait, tu vas comprendre le monde extérieur à travers tes cinq sens. Et ce qui va se passer, c'est surtout que tu vas regarder et tu vas imiter ce qui va se passer. Et des fois, tu peux voir des choses et tu vas essayer de les reproduire. Donc du coup, ça va te former, ça va te formater d'une certaine manière. Et d'ailleurs, cette période-là, entre 0 et 7 ans, ce qui a été vu au niveau des neurosciences, c'est que la fréquence justement qui est utilisée quand tu es à cet âge-là, c'est la même fréquence qu'on utilise aujourd'hui quand on met quelqu'un sous hypnose. Donc c'est une fréquence qui va te permettre d'apprendre justement à communiquer avec le monde extérieur par rapport à ce que tu vas avoir à l'intérieur de toi. Et après, au-delà de 7 ans, et tu vas grandir au fur et à mesure, il y a des événements de la vie qui vont faire qu'il y a des choses que tu vas comprendre et d'autres que tu ne vas pas digérer. Mhm. Et justement, le travail, ça va être de pouvoir travailler avec la personne travailler avec la personne sur les choses qui n'ont pas été digérées. Ok. Et donc comment ça se passe du coup l'hypnose pour justement travailler là-dessus? Quelles sont les choses à mettre en place? Parce que il y a deux contextes. Il y a les gens qui vont en session pour une séance d'hypnose et il y a ce Ouais. qu'on appelle maintenant, qui se popularise de plus en plus, l'auto-hypnose. Ouais. Donc quelle serait la différence entre les deux et surtout comment on fait pour Faire de l'auto-hypnose. faire de l'auto-hypnose? Alors, l'hypnose, en fait, souvent on me pose la question, qu'est-ce que l'hypnose et surtout, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? L'hypnose, c'est un état qui est naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis un mot qui est l'hypnose, mais dans une journée où tu travailles le matin et tu dors, tu vas passer dans des états Hmm. d'hypnose, des états de transe. Et ces états de transe-là, c'est les moments où tu vas être en train de conduire et à un moment, tu vas être tête en l'air et tu vas penser à autre chose. Ou à l'école, le prof, il te parle et au bout d'un moment, tu commences à partir dans tes pensées. Et ben ça, en fait, c'est des moments d'hypnose, donc des moments de transe. Et tu vas remarquer que ces moments où tu t'évades, c'est les moments où tu vas pouvoir réfléchir différemment sur toi-même. Et justement, c'est de provoquer ce truc-là. Il y a plusieurs manières de le provoquer. Donc il y a des techniques pour provoquer, il n'y a pas de magie derrière tout ça, c'est des techniques, donc ça s'apprend. Et ces techniques vont permettre de te faire basculer d'un mode A à un mode B. Et dans le mode B, on va pouvoir ensuite influencer à travers des suggestions. Ok. Les suggestions, c'est un peu, je reprends toujours la phrase où on te donne une suggestion, on va te donner un médicament, le médecin va te dire, et c'est la formule du docteur Coué, où on va te donner un médicament, et à la base, on va te dire, bah, prenez ça, vous irez mieux. Qu'est-ce qui fait que tu vas mieux? Le Hmm. médicament ou ce qu'on t'a dit? Moi je crois fortement en l'effet placebo. Tu vois? Et c'est Hmm. exactement ça. Et derrière ça, si tu commences à te donner des autosuggestions avant d'arriver à l'auto-hypnose, en te disant bah, je vais bien et chaque jour où j'avance, je vais me sentir de mieux en mieux, au bout d'un moment, tu vas passer dans ce mode-là et la phrase qu'on va te donner, la suggestion,
elle va commencer à se répandre à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas changer ton mécanisme. Parce que les comportements que tu as, il y a beaucoup de réflexes dans ton cerveau. Il y a 3 niveaux de cerveau. Et il y a le niveau premier, là, qui est le niveau reptilien, en fait, où tu ne cherches pas à comprendre dès qu'il y a quelque chose, tu te barres ou tu te bats ou tu fais quelque chose. Le deuxième, où tu es au niveau émotionnel, tu vas réagir là-dessus. Et le troisième, c'est plutôt au niveau du cortex frontal, où tu vas réfléchir. Et l'idée, c'est que au bout d'un moment, ton inconscient lui se pose pas la question, c'est des réflexes. C'est-à-dire que si je suis à côté de toi, je tends la main, automatiquement tu vas tendre ta main. Ouais. L'idée, en fait, c'est que tu ne te poses plus la question. Et ce qui va se passer, c'est que si tu as eu une enfance qui est d'une certaine manière, eh ben, tu vas avoir des réflexes qui vont se mettre en place. Et des fois, c'est des mauvais réflexes. C'est-à-dire que ça peut être des choses qui t'ont permis de surmonter une étape à un moment, mais au bout d'un moment, ça ne te sert plus aujourd'hui. Donc tu vas avoir toujours ces vieux réflexes, et des fois, faut les effacer, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est la partie hypnose. Donc l'hypnose, ça va être vraiment un outil qui va te permettre de passer d'un mode conscient à inconscient, entre guillemets, de passer entre les deux états. Il y a différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle. Donc là, c'est connu, on en a vu, Mesmer est très fort là-dedans. Donc c'est faire un show qui va montrer les propriétés de l'hypnose, et tu vas penser que lui, il contrôle, parce qu'il lui a dit, fais le canard, et du coup, il fait le canard et tout ça. Et c'est du show. C'est-à-dire que ça marche, c'est vrai. Moi, j'étais le premier, quand j'ai connu l'hypnose il y a 20 ans, j'y croyais pas du tout. Et aujourd'hui, je sais que c'est vrai, parce que je suis passé de l'autre côté, il faut expérimenter. Ouais. Et je trouve qu'une des plus belles choses de la vie, c'est de vivre les choses, et pas juste de les lire ou de les... Tu vois, le but de la vie, c'est de vivre. Donc du coup, il n'y a que ce côté-là qui va te permettre d'expérimenter les choses. Une fois que tu expérimentes, là, tu peux dire si tu sais ou pas réellement. Et donc, j'ai fait de l'hypnose de spectacle. J'en fais toujours de temps en temps. Et d'ailleurs, je l'utilise aussi un peu dans les thérapies, puisque c'est des moyens qui permettent aussi de passer très rapidement d'un état A à B. Mais le but, c'est de capter le spectateur et qu'il fasse waouh. En thérapie, le deuxième cas, c'est de dire on va travailler sur tes mécanismes de pensée, savoir pourquoi tu penses de cette manière-là, qu'est-ce qui t'a fait que tu penses de cette manière-là, peut-être que c'est dans ton enfance, on va aller regarder ce qui s'est passé dans ton enfance et on va changer l'angle de vue. Je prends le cas de, tu as quelqu'un qui vient, tu es en train de rouler, il te fait une queue de poisson, tu t'énerves, parce que queue de poisson, donc tu t'énerves, tu klaxonnes, tu parles et tous les trucs, ça te met dans un état interne de violence, et du coup il faut que tu l'exprimes. Mais si maintenant je te dis, bah oui, mais il emmène sa femme à l'hôpital, elle est en train de perdre les os, bah, tu te calmes tout de suite. Ouais. Pourtant, c'est la même queue de poisson. Ouais. Mais pas la même interprétation, c'est ça. Et pas le même ressenti au relais à cette interprétation. Exactement. Donc du coup, à partir de là, le but, c'est, ce que je dis souvent en consultation, c'est arrêter de croire que vous êtes le centre du monde. Tu vois ? Ça, c'est difficile à accepter pour bon de personnes, c'est dur. Moi y compris, surtout il y a quelques années de ça, parce que notre ego, il est encore présent. Exactement. C'est une question d'ego. Et là-dessus, tu mets le doigt dessus, c'est que ton ego va te dire « je suis en danger, il a voulu me faire du mal ». Et en fait, il n'a pas voulu te faire du mal. C'est juste qu'il y a une action, un événement, et toi, comment tu regardes cet événement-là ? Ah bah automatiquement, si tu le regardes sous un œil en te disant « il a voulu me faire ça », parce que bah, finalement, quand tu regardes bien, dans ton passé, il y a quelqu'un qui t'a déjà fait peut-être un truc et tu t'es dit bah, c'est pareil, c'est le même environnement. Donc du coup, il a voulu me faire ça, donc je commence. Et puis de toute façon, mon père, il m'a toujours dit, il ne faut pas que je me laisse marcher dessus. Et puis du coup, et tu pars dans ce conditionnement-là, tu vas répondre automatiquement de cette manière-là. Si jamais tu n'as pas eu de problème et que tu ne comprends pas, tu vas dire, ah bah, je sais pas. Et tu passes à autre chose. Mais si ton ego commence à prendre le truc et te dire, ah ouais, mais là, il a voulu, je sens qu'il a fait exprès, il a failli me tuer, si j'aurais plus machin, j'ai perdu ça. Tu pars loin en fait. Ton cerveau, il est parti dans le futur, dans une vision qui n'existe pas d'ailleurs, qui est purement de la peur, en te disant, mais ton corps, il est au présent. Donc tu as un décalage entre ton cerveau, il est en train de se balader dans le futur, en train de te faire flipper que tu vas mourir, et le corps présent qui te dit, bah, ton corps, il te dit rien. C'est ce que je dis, le corps, c'est ton inconscient en fait. C'est-à-dire que lui, il ne se pose pas de questions. Donc si tu lui projettes quelque chose de négatif, il va le vivre tout de suite. C'est le même principe avec les cauchemars. Tu te réveilles, tu as fait un cauchemar, tu as sauté d'une falaise, tu n'es pas bien. Pourtant, tu n'as aucune falaise, tu es dans ton lit, et tout va bien. Sauf que ton cerveau, il t'a emmené quelque part, ton corps réagit. Il ne se pose pas de questions. Il ne voit pas la différence. Exactement. Pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Parce que c'est ça qui est intéressant quand même. Est-ce que l'imaginaire existe ou est-ce que le réel existe ?
Lequel est l'imaginaire, lequel est le réel? C'est à toi de le choisir. Ouais, Et c'est là où c'est génial. C'est génial à ce niveau-là où tu peux te dire, bah, tu peux choisir. Et une fois que tu as compris que ton cerveau, c'est une machine qui a l'habitude de se balader dans le passé, pour les gens qui sont nostalgiques, qui disent ah, avant c'était bien, qui flippent en fait du futur, et tu as d'autres qui sont dans le futur, qui calculent plus le passé, et qui sont en train de se dire ouais je vais mourir, si jamais je passe mon permis, je vais me prendre une voiture, et du coup je vais pas passer le permis, et qui se mettent dans un état d'échec. L'idée c'est ton cerveau, tu peux soit le mettre là, mais tu peux aussi le laisser au présent. Et là tu es déjà beaucoup plus aligné. Après quand on passe en mode coaching et que tu veux booster quelqu'un, tu peux prendre une vision qui est positive dans le futur en disant voilà ce que tu veux obtenir, imagine que tu l'as. Comment tu te sens? Parce que tu vas le sentir automatiquement. Ouais. Et à partir de là, ta fréquence va changer, ce que tu vas faire va changer, ta manière de penser va changer. Ouais. Ta manière de voir les choses va changer parce que tu l'as déjà vécu quelque part. Et moi, j'ai une anecdote, c'est la première fois que je me suis pris une amende juste pour c'est pas bien. J'ai pris une amende pour un stationnement où du coup j'avais pas payé le stationnement. J'ai vu l'amende, j'étais pas bien en fait. Mais une fois que tu en as une, deux, trois, ton émotion elle change en fait au bout d'un moment. Tu prends l'habitude. Donc la répétition va faire qu'au bout d'un moment ça va passer dans un mode inconscient. Et genre tu vas ouvrir ta boîte à gants, tu te dis ah, putain j'ai tout ça comme truc, ça ne te fait plus rien. Donc du coup le cerveau c'est vraiment l'étape clé qui va te permettre, si tu arrives à contrôler ton cerveau, là où tu veux aller, tu vas y aller. Si tu veux aller dans le passé et ruminer à chaque fois, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça avec mon ego, ouais, j'aurais dû faire ci, t'as vu, j'aurais dû placer cet argent-là, j'aurais dû faire ci, bah tu restes dans le passé en fait. Ouais, et ça ne permet pas de changer la situation. Non, tu restes dans le passé. C'est ce que tu demandes à ton cerveau il dit ok, tu veux voir quel film? Ah bah ok, Jean il a demandé, il faut qu'on regarde ça. Ok, bah tu viens, tu l'as. Et finalement, ton corps va être là. En fait, ton corps, c'est la résultante de ce que tu penses. Donc du coup, si tu as des maladies, si tu te sens pas bien, c'est juste parce que tu ne penses pas bien. Une fois que tu as compris que tu ne penses pas bien, tu dis, ah ouais. Ça, j'adore. Il y a un truc. Ça j'adore. Parce que du coup, ça permet aux gens, je trouve, de ne plus s'identifier à une maladie ou à quelle que soit l'émotion. Le problème n'est pas moi, c'est ça, mais la pensée qui me traverse l'esprit. Parce que cette pensée crée quelque chose. Et tu dis bien la pensée, pas ma pensée. Ouais. Faut même pas s'approprier cette pensée-là. C'est juste, il y a une pensée, ok, elle est comme ça, je peux faire ce que je veux. En fait, souvent, tu vois, dans les trucs de cinéma, t'as le mec, t'as le réalisateur, t'as Toi, t'es un réalisateur, t'es pas l'acteur, en fait. Arrête de croire que t'es l'acteur. Tu peux faire ce que tu veux. Donc du coup, change d'angle de vue. Si cette scène n'est pas bien, change l'angle de vue et tu fais la même et tu passes d'un truc qui était dramatique à un truc où tu dis, waouh, c'est génial. C'est juste un angle de vue. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Moi, tu vas me montrer, par exemple, des tableaux de Picasso. Moi, j'y connais rien. Honnêtement, je vais regarder, je vais dire, ouais, c'est... Mais tu as des mecs qui vont dire, waouh, comment ça se fait que moi, je dis... Et d'autres, ils vont dire, waouh, c'est génial. C'est un état. C'est comment tu regardes les choses. Peut-être que si je me documente plus, que je m'intéresse plus et que je vois ce qu'il y a derrière, je dis pas qu'il a pas fait de boulot, mais je dis juste que je comprends pas. Aujourd'hui, ça résonne pas avec moi. Mais ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste l'interprétation et la perception que je vais donner dessus. Une fois que j'ai compris ça, bah, fais ce que tu veux. Et à nouveau, ça s'est influencé aussi par du coup, notre passé. Parce que dans ce passé, il y a des gens qui nous entouraient, qui eux, voyaient les choses d'une certaine manière. Exactement. Un exemple que surtout en région parisienne, on peut observer, tout ça en tant qu'homme et je dirais encore plus en tant que femme, quand on croise le regard d'une autre personne que l'on ne connaît pas et qu'on fait un sourire à cette personne, généralement en région parisienne, même si on a une bonne énergie, ça passe pas toujours. Ouais, pour différentes raisons. Quand on est un homme, pour certaines raisons. Quand on est une femme, pour certaines raisons. Quand on sourit un homme ou une femme, la réaction n'est pas la même. Mais généralement, elle n'est pas extrêmement joyeuse. C'est ça. De manière générale. Alors que, pour prendre l'exemple de Bali, où je vais commencer à dire aux gens de ne plus y aller parce qu'il commence à y avoir beaucoup de touristes. Trop de monde. Il commence à y avoir trop de monde. Mais quand tu souris à une personne que tu ne connais pas, je parle bien aux locaux, ils sourient automatiquement parce que... Enfin, tu n'as même pas besoin de leur sourire. Tu croises le regard, ils vont te sourire. Parce qu'on les éduque d'une certaine manière qui est, quand tu croises le regard d'une personne que tu ne connais pas, tu lui souris. En France, généralement, dans la plupart des familles, on dit « fais attention aux inconnus ». Donc le conditionnement de base n'est pas le même. C'est « aie peur de l'autre » et d'un autre côté, c'est « souris à l'autre ». Oui, va vers l'autre. Va vers l'autre. Non, mais tu résumes tout. C'est vraiment le conditionnement, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit depuis que tu es tout petit, comment tu vois les choses. Et c'est vrai que une grande partie de ce qui se passe, des problèmes que tu peux avoir aujourd'hui, sont liés à ton passé. Et ta manière de voir les choses et de te dire ah bah, moi, on m'a toujours appris, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au bout d'un moment, ça ne marche pas parce que
la vision que t'ont donné tes parents, ou t'ont donné en tout cas les repères que tu as eu à un moment, pas forcément les parents, ça peut être juste des repères, elle date d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. On a juste, entre-temps, changé de siècle, quoi, tu vois. Et est-ce que tu penses que pour changer ce conditionnement, bon, à travers l'hypnose, comme tu l'as dit, Ouais. notamment apporter certaines... c'est pas le mot que tu as utilisé, tu n'as pas dit affirmation, tu as utilisé un autre mot, un autre terme. Suggestion. Suggestion. Ouais. Et le questionnement, est-ce que Ouais. le questionnement peut être utile Le aussi? questionnement, il est très puissant, et tu fais bien d'en parler. Le questionnement, il va aller te faire penser. En fait, par la question, il y a une forme d'hypnose. C'est-à-dire que quand je vais te demander, là, je te demande, est-ce que tu te souviens, qui est une question, est-ce que tu te souviens de ta première voiture? Tu pars pendant une fraction de seconde. Ouais. Tu vas aller chercher cette information. Ouais, automatiquement. Automatiquement, tu vas aller la chercher. Et pendant cette fraction de seconde, tu n'es plus avec moi, mais tu es avec tout le monde, parce que tu sais que tu es ici, et tu vas aller chercher, tiens, j'avais ça comme voiture, tata. Et la question, à force de questions, tu vas aller chercher dans ton passé. Parce que tout ton passé est lié à... En fait, ton passé, c'est ta mémoire. Et en fait, le passé, d'une certaine manière, il n'existe pas. C'est juste que tu as stocké des informations émotionnelles dans ta mémoire, plus ou moins. Si je te dis où tu étais le 11 septembre, tu t'en rappelles. Si je te demande où tu étais il y a 36 jours, tu vas plus galérer, tu vois. L'idée, c'est que émotionnellement, on a une mémoire émotionnelle. Et dans cette mémoire, en fonction des impacts qu'on a, émotionnels, plus ou moins forts, plus c'est fort, plus tu vas t'en souvenir. Plus tu vas avoir cette fréquence qui revient souvent forte, plus ça va être ancré chez toi. C'est-à-dire que tu vas devenir un robot au bout d'un moment. Tu vas dépasser le stade de la souffrance. C'est-à-dire que tu vas même plus remarquer que tu es affecté par quelque chose. Et émotionnellement, si ça t'a pas impacté plus que ça, si je te dis qu'en ce moment, je sais pas, moi je dis, en ce moment au Danemark, il fait 23 degrés, tu t'en fous. Par contre, si je te dis demain, ici, bah, on va tomber à 2 degrés, là tu commences à... Parce que ça va te toucher directement. Une fois que tu arrives à un état émotionnel où ça ne te touche pas, tu as réglé ton problème en fait. Tu n'as plus de problème avec le passé. Réussir à mettre de la distance avec les événements. Exactement. Une distance émotionnelle. Alors, pour faire une distance émotionnelle, avec l'hypnose ou avec l'hypnose ou avec l'autre outil qui est la PNL, la programmation neurolinguistique, tu peux mettre une distance au niveau de ton cerveau par des images. C'est-à-dire que ton cerveau comprend souvent les images. D'ailleurs, quand tu fais des rêves, c'est des images que tu vois. Si je te demande de penser à un éléphant rose, tu commences pas à penser à l'odeur de l'éléphant. Tu vois d'abord un éléphant, tu vois déjà la couleur, et après tu peux rentrer dans les détails. Donc du coup, si j'arrive à dialoguer avec des images avec ton cerveau et à les distancier, ton cerveau va faire le lien. Souvent on dit, mais ça tu peux l'oublier, tu l'envoies derrière, tu vois. Mais techniquement, si tu arrives à prendre ton problème et tu le mets derrière, ça paraît tout con, hein, mais tu n'as plus de problème. Ouais. Parce que si tu imagines ton problème derrière toi, il n'est plus devant toi. Donc du coup, ton champ est libre, je peux me focaliser là-dessus. Il y a à nouveau tout un tas d'interprétations liées au problème. Moi, pour simplifier, je trouve qu'il y a deux manières de les percevoir. Pour simplifier. Il y en a une, c'est pourquoi moi. Et quand j'entends ça, j'entends l'ego déjà. Ouais, vas-y. Pourquoi moi, voilà. Et que j'ai adopté pas mal avant, dans le passé. Et une autre, c'est la vie est en train de me tester, juste pour voir si je veux vraiment cette chose. Parce que quand on sort de sa zone de confort, on est confronté à plein de problèmes. Exactement. Qu'on peut considérer comme des problèmes ou pas, mais plein de défis, plein de difficultés. C'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté. Ouais. Mais donc du coup, ça m'intrigue la PNL. Ouais. Alors j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est pour tous les gens qui ne savent pas? Programmation neurolinguistique. L'idée, c'est qu'on considère que ton cerveau, c'est un programme neurolinguistique, donc au niveau des neurones. Un peu comme un PC du coup? Exactement. Donc il y a des programmes et il y a ce qu'on appelle des croyances. Et là, on va ajouter le terme des croyances limitantes ou croyances qui vont être plutôt qui vont te booster en fait. Et l'idée, c'est que si tu as une croyance qui est limitante, qui est faut pas que je regarde les hommes dans les yeux parce que sinon ma mère elle m'a dit ça, jamais tu vas regarder quelqu'un dans les yeux. Donc du coup, cette croyance, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une vérité absolue. Tu te poses même pas la question en fait. C'est-à-dire que c'est tellement ancré en toi que c'est passé. Et tout le but de la PNL, c'est d'aller chercher ce petit niveau de détail en disant « Mais attends, tu as un micro-programme qui est en train de te dire « T'as pas le droit de regarder les hommes dans les yeux. » Donc comment tu veux trouver quelqu'un en fait, si tu ne le regardes pas dans les yeux? Parce que le signal que tu donnes de l'autre côté, tu comprends bien, c'est que si tu tombes sur quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, toi tu te fais un autre film, ta communication elle est bancale dès le départ. L'idée c'est de trouver tous les sous-programmes, donc les croyances, qui sont liées à des vérités absolues, donc pour toi,
Et derrière les croyances, il y a aussi les valeurs que tu as. Et tout ça, en fait, ça va construire ton identité. Donc toi, tu vas être, du moins la personne, c'est cette personne, si elle a cette croyance-là, l'idée, c'est de lui enlever cette croyance-là et de lui faire croire. Oui, en fait, je ne me trompe même pas, c'est toute une histoire de croyance. Parce que c'est de lui faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités. Et tu peux aussi regarder quelqu'un dans les yeux, ça ne veut pas pour autant dire qu'il te voit comme ça ou que tu vas décevoir tes parents qui t'ont interdit de regarder ça. C'est juste que tu ouvres le champ des possibles et à partir de là, tu fais ton choix en fait. Donc tu redeviens responsable de ce que tu veux faire réellement. Et pas, on m'a mis une disquette et puis du coup, on m'a dit je fais pas ça, je reste là et après je comprends pas pourquoi ça marche pas. L'idée c'est vraiment d'ouvrir. Moi en consultation, j'écoute beaucoup et l'idée c'est que j'essaie d'être ton miroir. Et en étant ton miroir, ton comportement, tu le vois, tu le connais, mais tu le vois pas en fait. Et quand je te repose les mêmes questions en te disant juste tout simplement, voilà ce que tu viens de me dire, est-ce que c'est ça? Tu l'entends par quelqu'un d'autre, et là tu te dis, ah mais je peux pas réagir comme ça. Et c'est là où tu prends conscience. Donc l'idée c'est de passer de l'inconscient, et tu passes au conscient, et à partir de là tu peux commencer à travailler. C'est comme certaines personnes de ma famille ont tendance à s'énerver assez rapidement. Ouais. Sur différents aspects de la vie. Et je l'avais jamais fait, mais je suis sûr qu'il y aurait eu un impact, parce que du coup on m'a empêché de le faire. Ce serait de filmer la personne pendant qu'elle s'énerve. Ouais. Pour qu'à un moment donné où elle est calme, évidemment, pas sur le feu, sinon ça va pas dépend de aider. l'état dans lequel elle est. Ça dépend de l'état dans lequel elle est, mais à un moment donné où elle s'est calmée, Ouais. de lui montrer cette vidéo. Pour que cette personne réalise que, attends, c'est moi qui me comporte comme ça? C'est moi qui crie? Qui fait toutes ces expressions faciales dues à ce petit détail. C'est ça. Et là, il peut y avoir un déclic parce que la personne réalise en fait. C'est un choc de voir qui elle est de l'extérieur parce que quand on s'énerve, pour reprendre cet exemple, on ne voit pas en fait notre comportement. Parce qu'on est directement, on est dedans. Tu es dans l'émotion. On est dans l'émotion. Tu as une puissance. Et après, quand tu es dans la colère, je vais dire quelque chose qui est bizarre, mais tu te sens super bien. Quand tu es dans la colère? Quand tu es dans la colère, tu as une force qui sort de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est bon pour le corps, parce qu'après, tu as ton niveau de cortisol qui va exploser, tu vas avoir des problèmes derrière. Mais sur le moment, tu es un surhumain. Ouais, c'est vrai que on a tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. C'est bizarre. Et après, si tu prends quelqu'un et tu l'habitues à cette colère, il va avoir de plus en plus des facilités à prendre ce canal pour passer dans le mode colère en 2 secondes. Tu sais, ça me fait toujours penser à... Tu vois, Hulk, c'est pareil. Le gars, tu lui fais quelque chose qui va... En 2 secondes, il change. Mais il est super bien dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il casse tout. Donc ça, c'est... La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je fais de ma colère? Le problème, c'est pas d'avoir la colère, parce que, je veux dire, si on a la colère, c'est qu'elle sert à quelque chose. Il y a un but. Entièrement d'accord. Donc du coup, le problème, c'est... J'ai le droit d'être en colère. Donc tout le monde a le droit d'être en colère. Par contre, j'ai pas le droit de péter l'appartement, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais de ma colère? Soit elle va me servir à mieux comprendre qui je suis, ou elle va me dire il y a quelque chose, il y a une valeur chez moi profonde qui a été touchée et sur laquelle il faut que je me pose une question, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Mais c'est pas, t'es en colère, direct, tu commences à te taper avec les gens en disant voilà, je suis pas bien, donc je vais vous faire comprendre que je suis pas bien et je vais m'énerver sur vous. Ça, c'est encore un autre mode. Tu as le droit d'être en colère, mais par contre, ta manière d'exprimer ta colère, là, il y a un problème. Et pour moi, toute colère est bonne. Mais après, et pour revenir à la puissance de la colère, quand tu es dans cette énergie-là, tu es super bien. Quand je dis tu es super bien, tu n'existes plus, tu es dans une transe hypnotique, tu n'es pas là. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec cet aspect. C'est vrai qu'on n'est plus là parce qu'on est dans une réaction. Oui. Et quand on est dans une réaction, on n'est plus là. C'est ça. Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'observation. Exactement. Donc du coup, tu es dans une transe hypnotique où c'est comme quand tu es dans un fou rire, tu es super bien, mais tu n'es plus là. C'est-à-dire que tu es dans le fou rire, même si on te dit il y a un truc là-bas, tu es scotché par ton fou rire. Et ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que, lors de mes retraites de yoga, il y a un exercice que je fais parfois, et il fait rire les gens. Sauf qu'à un moment donné, on se pose et on passe à quelque chose d'autre. Il y a toujours quelques personnes qui continuent de rire. Ouais. Et certes, on pourrait voir qu'un aspect positif là-dessus. Sauf qu'au final, une personne qui continue de rire, elle rigole par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé? Exactement. Et si on n'arrive pas à contrôler une image quand tout va bien, on ne pourra jamais la contrôler quand tout va mal. Et tu rigoles. Des fois, tu peux penser, et d'ailleurs, ça fait plein d'embrouilles, ça, où tu vois quelqu'un, il te fait penser à quelque chose, tu rigoles, et l'autre, il se dit, se fout de ma gueule ou quoi? Mais toi, tu es déjà ailleurs, en fait. Ton cerveau, il est encore parti ailleurs, et tu rigoles, et après, quand il vient te voir, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, ce que je te dis? Et là, tu dis, non, moi, j'étais dans mes pensées, en fait. C'est encore une fois ta pensée, ton cerveau, qui va te guider, et qui va traduire, et ton corps va traduire ce que tu es en train de penser.
Donc, ce que tu es en train de penser, je me dis, putain, il me regarde bizarre ou il y a machin, c'est pas par rapport à moi, où mon ego va me dire, t'as vu, il se fout ta gueule, il est en train de te regarder. Non, c'est juste que lui, il est en train de penser quelque chose, il a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de me dénigrer ou pas. Et combien même s'il a envie de me dénigrer, est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin que de se mettre en colère pour... Tu vois, l'idée, c'est, tu as une image, parce que là, du coup, on va attaquer la notion d'image, il y a l'image de soi. Tu as une image et tu veux la défendre. Et ton ego, c'est ton guerrier, quoi. Il s'est attaché à Il cette est là. image. Il te dit, ouais, moi, je suis le meilleur cuisinier du monde. Et toi, tu arrives, tu viens de goûter mon plat et tu me dis, c'est de la merde. T'es qui? Tu vois le truc? Alors que, ça se trouve, le plat, pour lui, il est pas bon, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur cuisinier du monde? Qu'est-ce qui a donné ce Graal c'est les gens, de manière générale, ils t'ont dit, bah, t'es le meilleur. Et alors? Et au final, est-ce que c'est vrai pour autant? Ouais, et la finalité, est-ce que tu es heureux? Exactement. Si maintenant tu penses que tu es le meilleur parce que les gens t'ont donné le Graal et t'ont dit oui, c'est toi, bah, le jour où ils vont te l'enlever, tu vas pleurer. Parce que tu t'y es attaché. Et là, on arrive à l'attachement. Et l'attachement, ça n'a rien à voir avec l'amour. Souvent en consultation, j'ai des personnes qui viennent en me parlant je suis amoureuse, amoureux de lui ou de elle. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ils vont me parler, et là, on va attaquer à la dépendance affective. C'est-à-dire que pour eux, ah non, mais s'il parle, non, mais tu l'aimes pas, tu es juste dépendant, tu es juste attaché à lui. Ouais. Attaché à cette personne comme si c'était un objet. Oui, parce que tu fais un transfert de ton homme idéal ou ta femme idéale sur lui, et tu dis, si jamais lui, je l'ai plus, ça y est, c'est mort. Mais en fait, c'est de l'attachement, en fait. Tu l'aimes pas. Parce que pour venir à l'image de soi, je pense que c'est relié à comment nous, on se perçoit, et on ne se perçoit pas sans cette personne. Oui, parce que tu considères que là, ton ego va te dire, si tu l'as pas, tu tombes. Donc du coup, il faut que je l'aie. À quel prix? N'importe. Et du coup, tu as des couples qui font n'importe quoi parce qu'ils se disent, bah non, le mec ou la nana se dit, non, je vais pas le quitter parce que si jamais je le quitte, je perds tout. Mais t'imagines quand tu dis tout? Ouais. C'est énorme. Alors que tu as toujours ta vie, tu peux te réveiller, respirer, boire, manger. Et ben, c'est exactement ça. C'est que les trucs de base, bah, tu les as zappés parce que tu es focalisé sur, si je le perds, je perds tout ça, je vais là, et je perds. Et ça fait partie des blessures, des blessures du passé que tu as, des blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, l'abandon. Et c'est des trucs que tout le monde, de manière générale, tu as un petit penchant là-dedans. Je veux dire, c'est pas... Par rapport soit à la famille, soit à l'école voilà. quand tu es jeune. Et ça t'a formaté aussi quelque part, ça te fait des blessures. Et en fonction de ces blessures, tu vas mettre un masque pour te mettre en position de bah, j'ai pas mal, quoi. Non. C'est-à-dire que la personne qui est justement en dépendance affective, c'est une personne qui va absolument, elle veut pas que tu partes, quoi, à n'importe quel prix. C'est l'abandon, jamais. Donc, cette blessure de l'abandon, tu te dis, non, moi, il faut pas qu'il me quitte. Non, je peux pas. Je sais que c'est pas bien, et en plus, elle te le dit, ou il te le dit, il te dit, je sais que je fais quelque chose, mais je peux pas faire autrement. Et le je peux pas faire autrement, c'est une blessure. Derrière la blessure, il y a une croyance, donc la PNL, tu travailles dessus. Et une fois que tu as bien ciblé tout ça, avec l'hypnose, tu peux aller dans le passé, tu peux regarder un peu plus ce qui s'est passé, changer un angle de vue, tu changes l'angle de vue, et tu refais ton film, quoi. Et puis, du coup, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as compris que tu marches parce que tu marches sur tes deux jambes, et quand tu as des couples qui ont chacun une blessure, et les blessures, en fait, ce qui est génial dans le monde, c'est que tu connais, tu as toujours un équilibre qui se fait. Tu as quelqu'un qui a ce type de blessure, et ben, il va attirer ce type de personne. C'est comme ça. Et quand ils vont être ensemble, c'est génial. Jusqu'au moment où ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis ils disent, ouais, s'il part, j'arrive plus à marcher. C'est-à-dire qu'ils ont oublié, du moins ces personnes, elles ont oublié qu'elles marchent avec leurs deux jambes. Donc tu marches comme ça, et en fait, elles ont pris l'habitude de marcher chacun comme ça. Tu sais, et ils disent, non, notre couple, il est génial. Non, ton couple, il n'est pas génial, parce que s'il part, t'es pas bien, en fait. Un couple, il est génial que si l'autre, il est autonome. Ouais. C'est 1 plus 1, et on ne t'a pas dit que ça faisait 1. Ça fait 3. T'as toi, t'as lui, t'as toi, t'as elle ou lui, et puis il y a le couple. Donc il faut avoir ces 3 entités. Si t'as juste, non, moi je donne tout, 1 plus 1, ça fait 1, t'es mort. Ouais, parce que tu attends l'autre de te combler. Ouais, pour faire un avec l'autre. T'imagines, ça devient ma mère ou mon père. C'est-à-dire que s'il ne me donne pas à nourrir, je meurs. Alors que tu es déjà adulte, tu es déjà grand, tu as déjà plein de choses qui vont. Donc du coup, tous ces mécanismes du cerveau te font comprendre qu'il y a des choses des fois qui se passent dans ton passé qui te font... Est-ce que tu crois qu'on ne serait pas également formaté par notamment la télé ou les films, où on voit souvent des personnes relativement
pas forcément tristes, mais avoir tendance à être tristes seuls. Et dès lors que ces personnes trouvent l'amour, c'est que ces personnes expérimentent une joie constante. Ouais. Enfin, Mais je suis d'accord, parce que c'est le but même du cinéma. C'est d'attirer ton attention et de te faire croire, on est encore dans la croyance, que ben voilà, il est comme ça, et puis toi tu vas t'identifier en te disant ah ouais, bah moi aussi, ah donc ça existe, donc du coup je veux la même chose. Je veux Walt Disney, c'est les meilleurs, c'est le numéro un. Je veux un prince charmant qui vienne le jour du mariage avec un cheval. Ben non, t'auras pas ça. Arrête, tu te fais du mal en fait. T'auras pas un prince charmant qui vient avec un cheval. Ou il faut déménager, ça dépend où t'es. Voilà, c'est ça. Ou alors c'est un Indien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on te met ça en tête et le jour où tu l'as pas, tu dis mon mariage c'est de la merde. Ouais. Parce que tu as perdu. Là où le cinéma est fort, c'est qu'ils te mettent un environnement qui est beau, où le mec il passe de pauvre à millionnaire et puis on fait des super belles histoires. Mais au final, on a perdu l'être. C'est quoi le plus beau en fait? C'est la personne avec qui tu te maries. C'est la personne avec qui tu vas partager tes moments de bonheur, tes moments de souffrance. Et pas que les moments de bonheur. Donc du coup, il y a toujours cette égalité, cet équilibre. De toute façon, si tu te partages que des moments de bonheur et pas les moments de malheur, ton couple ne tiendra pas. Donc alors c'est super chouette de partir aux Maldives, c'est super, mais si jamais tu as une banqueroute, tu fais quoi? Tu démissionnes? Non. En fait, ça fait partie d'un équilibre. Et si tu t'amuses à faire que les bons côtés, bah, tu vas faire ce que font certaines personnes, c'est que tu peux devenir une personne à partenaire multiple. Tu prends le meilleur des mondes. Ah bah salut, ok, ça me va pas, salut, je vais voir quelqu'un d'autre. Et tu fais ça. Et tu papillonnes jusqu'au... Et ça, tu vois, dans mon observation, je me suis posé des questions si, parce que je l'ai fait aussi, cet éparpillement. C'est le papillonnage. Je me pose la question pour revenir à ce que tu disais avant par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, etc., qui nous formate. Justement, je me posais cette question par rapport à les premières réactions qu'on a eues ou le premier comportement qu'on a eu envers nous quand on était jeune. Ouais. On nous a touchés. Ouais. On nous a pris dans les bras. Et ce papillonnage est peut-être aussi, je pense, relié au fait qu'on a besoin de... maternelle? Ouais, on a besoin d'être touché pour se sentir d'une certaine manière exister et aux yeux d'une autre personne. Après, justement, ça dépend de comment tu l'as vécu, toi. Tu as vécu cette séparation à ce moment-là. Si tu as vécu cette séparation en disant bah, moi, je ne peux pas vivre, et là, on parle plus de l'abandon, je ne peux pas vivre sans l'autre, sans quelqu'un, alors que tu as deux personnes qui vivent très bien toutes seules. Hein. J'allais dire, tu vas prendre souvent, les artistes. Les mecs qui sont dans leur bulle, il peut faire de la guitare pendant 3 semaines, il ne voit pas sa copine, ça ne lui pose pas de problème, tu vois. Il est dans sa passion, en fait. Il se sent plein par la musique. Ouais. Donc après, ça dépend qu'est-ce qui va te remplir. Si c'est le toucher, tu vas avoir tendance à aller toucher les gens et tu vas avoir besoin de te sentir touché. Si c'est autre chose, tu as d'autres gens, ils ont besoin de se sentir valorisés par le regard. Ah bah il m'a regardé, donc ça veut dire que je suis important ou importante pour lui. Donc tu as des modes, tu as des langages qui font que tu as des gens, ils viennent, ils t'offrent plein de cadeaux. Et tu te dis, ah il m'a offert des cadeaux, donc il m'aime. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot amour? Est-ce que tu as besoin d'être touché? Et tu fais partie des gens qui, entre guillemets, qui ont besoin de ce côté tactile. Est-ce que tu as besoin d'avoir des paroles qui soient valorisantes? Ah bah lui, ah bah mon mari, ou ma femme. Ou bien est-ce que tu as besoin d'avoir des cadeaux? Ah bah il a pensé à moi, ou des petites attentions. Ou alors tu as des gens qui rendent service. Ah tu as besoin de ça? Moi j'y vais. Parce que quand il m'a rendu service, c'est qu'il m'aime. Donc c'est une sorte de validation de soi. Ouais. C'est toi, en fait c'est toujours, tu parles que de toi à travers les autres. Et les autres n'existent pas. Il n'y a que toi qui existe. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes comme rôle aux autres? Une fois que tu as compris ça, et tu dis, et tu fais de l'introspection, tu dis, mais lui, je l'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien en fait chez lui? J'aime bien ça parce qu'il me rend... Mais en fait, c'est ton miroir, ce mec-là. Toi, tu te vois à travers la relation de l'autre et tu commences à te dire, mais en fait, c'est pas lui que t'aimes, c'est ce qui te renvoie. C'est-à-dire que demain, il disparaît, il s'appelle Jean-Jacques, et tu tombes sur elle et tu dis, ah, c'est pareil, c'est bon. Et en fait, la personne, on essaie de cristalliser nos besoins internes sur des trucs extérieurs. Je prends le cas, par exemple, d'un doudou. Le doudou, tu as le bébé, il a le doudou, la maman, elle va dormir, elle lui dit, tiens, mon doudou. Le fait de donner le doudou, c'est comme si la mère, elle donnait une partie d'elle, et l'enfant, il cristallise le rôle de la maman à travers le doudou. C'est pour ça que le jour où tu lui enlèves le doudou, il ne comprend pas. C'est une deuxième séparation.
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup tu penses qu'on vit tous cette séparation au tout début, due à ce doudou? Parce que du coup, la plupart des enfants, ils sont attachés, du moins de ce que je crois. J'allais dire en Occident. Après, Oui, pas partout, tu vois. effectivement. Ouais, Je parlais principalement de ouais, l'Occident. ouais. Parce qu'il y en a plein de pays où ils n'ont pas de doudou, les enfants. Ouais, ils se posent même pas de questions. Les petits ils dorment à 4-5 l'un à côté de l'autre et ils se sentent en sécurité. L'idée, c'est de se sentir en sécurité. Ouais. Pourquoi la sécurité? Parce que la sécurité, c'est le fondement de tes besoins de base. Si tu as la sécurité, la peur n'arrive pas en fait. Ok, alors ça c'est une notion super intéressante, je trouve, Mhm. pour reprendre un peu la pyramide de Maslow, du coup. Exactement. Au niveau de la sécurité, c'est quoi du coup les notions à avoir pour se sentir dans cette sécurité? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? La sécurité, il y a plusieurs types de sécurité. Il y a la sécurité extérieure, si tu as un toit, tu as de quoi manger et tout ça, tu vas pouvoir t'élever un peu dans cette pyramide et pouvoir commencer à penser avec le dernier stade où tu vas penser au développement de soi, tu vois. Et si tu n'as pas de quoi manger, on ne va pas commencer à parler de développement de soi. Le mec, il se pose juste, il se dit, moi je sors, il faut que j'aille manger. Donc il te faut tes besoins primaires, il faut que ça soit, il faut que physiologiquement, biologiquement, il faut que ça soit déjà nourri. Et après, tu vas commencer à monter cette étape-là en te mettant dans une étape un peu plus psychologique. Mais de base, il te faut un toit, il te faut à manger, et à partir de là, il faut que tu défendes ta tribu, entre guillemets, pour que tu te sentes bien. Si c'est pas un chez toi, tu dors pas. Mais nous, aujourd'hui, on a cette chance, en fait, et souvent on l'oublie, on vit un siècle où, du moins quand tu habites en France, où t'es bien, en fait. T'as pas ce problème-là. Ouais. Donc du coup, tu vas te chercher d'autres problèmes, parce que l'homme aime les problèmes. Donc du coup, on va chercher d'autres problèmes qui sont à un niveau beaucoup plus haut dans la pyramide, où c'est des problèmes psychologiques. Moi, tu prends par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la guerre mondiale, donc il fallait tout reconstruire. Donc les gens sont mis à reconstruire un maximum de choses. Leur préoccupation première, c'était d'avoir un toit et de quoi manger. Après, tu as des générations, les enfants ont fait ça. Tu prends la génération aujourd'hui, c'est une génération Snapchat. Ils ne se posent même pas la question de « je vais dormir où ?» Et c'est triste parce que tu ne vois plus, surtout tu es un peu plus âgé que moi, et même moi qui suis moins âgé que toi, je peux voir qu'il n'y a plus de jeunes qui jouent dans la rue, qui font du foot ou du... Enfin moi je me souviens, on était avec des toupies. Oui. Mais oui, parce que du coup, aujourd'hui, ça n'existe plus. Du moins, tu vas l'avoir. Je pense que ça va revenir à un moment, mais j'espère en tout cas que ça revienne à un moment, parce que du coup, ça crée de la connexion. Aujourd'hui, c'est virtuel. Ok, est-ce que tu penses que du coup, ce virtuel déconnecte les gens? Oui, parce que le virtuel, il attaque aussi au niveau du cerveau. Tu sais, dans le cerveau, tu as un truc qui va être ton système de récompense. Et les jeux sont addictifs. C'est comme ça en fait. Je veux dire, autant que la cigarette, tu commences. Fortnite, ça a explosé, c'est pas pour rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jeux. Moi à l'époque, c'était Mario Bros. Et au bout d'un moment, Mario Bros, tu l'as fini. Aujourd'hui, ça se finit pas. C'est comme les séries, ça ne se finit plus. Tu prends une série, les 5 dernières minutes, il t'arrive un truc, tu dis ah, je m'y attendais pas. Et du coup, il capte ton attention et tu te dis ah, il faut que je continue. Et en fait, c'est tellement bien fait que tu sois sur Netflix, sur YouTube ou ce que tu veux, que l'épisode d'après, il s'enclenche automatiquement. Donc, tu n'as même plus besoin de te poser de questions. Si tu fais rien, il démarre. Avant, il fallait que tu attendes le mois d'après pour avoir ton truc. Donc, entre-temps, tu te déconnectes et tu commences à respirer, tu vas jouer au foot, tu fais ce que tu veux. Là, c'est mort. D'ailleurs, ils sont tellement... Marketingement, ils sont tellement forts quand ils te descendent une série, quand ils te la download, ils ne te descendent pas un épisode. Ils te descendent une saison. On est sûr que toi, tu vas te la bouffer la saison et tu vas être content de l'avoir bouffée en un week-end. C'est-à-dire que pendant un week-end de ta vie, tu es resté chez toi à regarder la série, tu as envoyé ton cerveau à droite, à gauche, tu as eu les excitations, donc dans ton corps, tu es bien, parce que quand tu sors, tu dis ouais, génial, Game of Thrones, c'est génial, j'ai adoré, il a fait ça, là. Daenerys, ça n'existe pas. T'as pas vécu quoi. Daenerys, ça n'existe pas. T'as pas vécu. La vie, elle est faite pour être vécue. Donc si tu le fais pas, tu vis la vie de quelqu'un d'autre ou tu fantasmes quelque chose, mais concrètement, tu n'avances pas en fait. Ouais, et ça, c'est triste. Et pour prendre l'exemple de Game of Thrones, j'ai vu peut-être 2 épisodes et je me suis posé la question dès le début de qu'est-ce que je fous. Parce que j'ai regardé des séries à l'époque. Mais Game of Thrones, c'était quand même arrivé à un moment donné où j'avais pas mal de conscience quand même. Et je me suis dit non. Et les gens me disaient ah, t'as pas vu cet épisode? Non. T'as pas vu cette saison? Non. Mais t'as raté quelque chose? Ah non, t'inquiète, j'ai bien voyagé entre-temps, j'ai bien vécu, j'ai bien ouvert mon état d'esprit et tout ça. Et parce que durant ce temps-là, en fait, c'est ça le truc, je pense, qui pourrait aider les gens, c'est de se poser la question, pendant le temps que moi je perds à visionner
Et donc, du coup, à ne pas être le réalisateur, pour reprendre les mots que tu utilisais Ouais. au tout début de cette interview, le réalisateur de mon propre film, Ouais. de ma propre vie, je suis un observateur. Durant ce temps-là, il y a des gens qui sont le réalisateur de leur propre vie et qui sont en train de confectionner des choses. Exactement. Et moi, je suis juste là, assis sur mon canapé à regarder un écran. Ouais. Et peut-être ça peut créer un Ça peut être déclic. du divertissement, tu vois, parce que de temps en temps, tu veux relâcher. Comme il faut relâcher après un effort. Et on est là, c'est là. Le problème, On il est s'assied là. pas sur le canapé sans être allé courir. Exactement. Ça sert à rien. C'est comme je vais m'inscrire à un truc de sport ou de diète et de machin. Je vais avoir tous les papiers, tous les bouquins, ou même un livre. Je vais acheter tous les bouquins pour me former dans ce truc-là. Et puis, une fois que tu les as, bah, tac, Game of Thrones et c'est parti, quoi. Et l'idée, t'es capté, en fait. Tout le truc, et c'est ce que je dis dans les formations, c'est faut faire attention à ton attention. La clé, elle est là, en fait. Ton attention, c'est ce qui va faire que tu vas donner de l'énergie là où tu regardes. Imagine que tu as des super pouvoirs, et si tu regardes là, et tu passes beaucoup de temps dessus, ça va gonfler. Que ce soit positif ou négatif. Ouais. Parce que derrière, si tu commences à penser à ton ex, elle va gonfler, elle va prendre de plus en plus de place dans ton cerveau, et au bout d'un moment, tu vas la voir partout, parce que tu vas te balader avec un truc où tu vas avoir que des filtres à travers elle. Mais si tu commences à te dire, bah voilà, je suis entrepreneur, il faut que je développe mon business, il faut que je me mette, et tu passes beaucoup de temps, bah, effectivement, tu ne regarderas pas Game of Thrones, tu vas le faire gonfler, et à un moment, tu vas avoir des opportunités partout. C'est super simple à la base. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois que tu as gonflé ce truc-là, eh ben, tu mets de l'énergie, et ben, au bout d'un moment, tu vois qu'à travers ce filtre-là. Donc choisis ton filtre, camarade. Tu vois, l'idée, c'est ça, en fait. C'est un peu comme les chevaux qui ont des œillères. Des œillères, c'est rester focalisé sur ce qui est en face de nous. Et c'est exactement ça. Nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que, de base, on est des personnes qui vont être distraites assez facilement. Donc, ton attention, c'est un business pour certains. C'est aussi... l'être humain, c'est quelqu'un qui flippe et qui est tout le temps comme ça, quoi. Voilà. Et soit tu fais comme les chevaux et tu le mets dans une formation et tu dis vas-y, tu bouges pas, tu fais ça et tu verras ce que ça donne. Mais si tu lui demandes de lui-même, bah, il fait ça et au bout d'un moment, il commence à dire je vais pas y arriver, l'échec, machin, blessure. Il switch, il va à autre chose. Et donc, du coup, comment tu fais pour développer l'attention ? Qu'est-ce que tu mets en pratique dans ton quotidien ? Moi, voilà, l'attention, en fait, il te faut un rituel. Okay. En fait, les religions ou les philosophies de vie, tu verras toujours, il y a toujours un rituel. Un rituel, c'est quelque chose qui est ancestral. Si c'est ancestral, c'est pas un truc du 21e siècle qui sort. Si on te dit lève-toi au lever du soleil, c'est pas pour rien. Alors c'est super dur. Ouais. C'est super dur, tu vois. Franchement, je suis pas le pro, je vais me lever et tout. Mais tu commences ta journée le matin, prends un moment pour toi le matin, tu commences à mettre ce rituel en place, tu vas voir que ta journée, finalement, elle est longue. Commence ta journée à 14h, tu vois ce que je veux dire ? Tu as déjà perdu une journée, en fait. Tu as des personnes, elles se lèvent à 4h du matin, tu peux faire ton sport, tu peux faire ta méditation, tu peux commencer pour toi. Après, tu peux regarder ce qu'il y a pour le monde, et il est 10h du matin, bah, tu as déjà quasiment fini ta journée, tu peux commencer à enclencher autre chose. Tu peux passer ton après-midi à faire autre chose, à passer avec tes gamins, à passer à développer autre chose, à faire quelque chose. Mais tu changes ton état d'esprit, ne sois pas cadencé par... Ah ben, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça marche comment ? Le standard, c'est tu te lèves le matin, il est 7h, petit-déj 8h, 8h je pars, je vais au travail, 9h, 9h, 18h, 18h les enfants, machin, 20h devant la télé, 22h dodo. Ta journée, elle est comme ça. Mais ça, c'est qui t'a dit de faire ça, en fait ? Si ce n'est pas la société, le conditionnement qui fait que ah bah, les enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut les mettre à la... Mais toi, après, tu peux les déposer à l'école, ça t'empêche que tu peux te lever à 4h du matin. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Si tu n'as pas cet objectif-là, si tu n'as pas d'objectif, tu vas faire ça. Donc, tu ne vas pas développer ton attention. Bah non, moi, tout le but, c'est de me dire, je me focalise sur ce truc-là et je mets mon énergie dedans. Il faut d'abord trouver son objectif. Oui. Ton objectif, il faut que tu le saches. Alors, après, il y a des je veux dire, après, il y a des séminaires, des ateliers pour te justement aider à trouver ta voie et voir ce que tu veux faire vraiment et savoir ce que tu as dans les tripes. Parce que c'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire une vidéo, tu dis, ah, bim, je vais faire vidéo. Et tu vois. Non, il faut regarder un peu plus, ça se creuse. Ouais. Tu sais, souvent, ça demande du temps. Exactement. Ils vont devoir faire une vidéo, c'est super simple, tu as posé une caméra, ouais, non, ouais, vas-y, lève-toi, fais ça. Et tu vois, il faut l'expérimenter et le vivre pour comprendre. Tu vois, souvent, tu as ces personnes qui te disent « Ah, bah, je l'ai vu faire, c'est vite fait ce qu'il a fait, c'est pas terrible. » Ah, fais-le. Ouais. Fais-le. Après, ça, c'est peut-être l'ego qui critique parce qu'elle préfère
n'ose pas le faire, peur d'échouer. Donc c'est mieux de critiquer le travail d'une autre pour, par rapport à sa propre vision, mettre la personne à son échelle. Bah, c'est ça, mais les haters, tu dois en avoir. Qui traînent dans, tu vois, dans les trucs, t'imagines l'énergie qui dépense le gars pour ça. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis que... ça m'attriste et ça me motive. Ça m'attriste dans le sens de me dire que... Ça te motive parce que tu le transformes. Oui, ça m'attriste premièrement parce que du coup, je suis là, pourquoi ? Et ça me motive parce que je me dis que j'ai encore du travail. Ouais, parce que derrière, tu le prends comme un challenge. Tu vois, et tout le travail du coaching, justement, c'est de... Quand tu as une personne qui n'est pas motivée, c'est de la redynamiser pour qu'elle puisse redémarrer quelque chose et se rebalancer. Mais quand tu as quelqu'un qui arrive et qui est comme ça et qui dit j'en peux plus et tout ça, en fait, c'est qu'elle a plus de moteur. En fait, elle ne sait plus où regarder. Tu es fatigué au bout d'un moment. Une fois que tu donnes ton énergie, tu te concentres. Mais après, le corps et l'esprit, ça fait un. C'est-à-dire que tu peux travailler ton mental. Si tu ne fais pas de sport et tu manges mal, au bout d'un moment, il y a un truc qui ira pas, quoi. Donc l'idée, c'est tu essaies de te réapproprier, de redevenir ce réalisateur de ta vie et te dire, ben voilà ce que je m'organise. Et donc pour revenir aux rituels, les rituels, c'est un truc qui est ancestral. Donc il y a vraiment des bienfaits et tu le trouveras dans toutes les religions. Et même si ce n'est pas des religions ancestrales, ça existe tout le temps. Il y a ce mode, tu fais ça, il faut une discipline. Une fois que tu as cette discipline, tu la mets en place. Discipline, ça veut dire que tu as choisi ton truc et tu passes en mode off. Ton cerveau t'arrête de cogiter et tu passes en mode mécanique. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va te faire avancer. Si tu ne passes pas dans ce mode mécanique, au bout d'un moment, tu vas commencer à recogiter, ton cerveau il va se barrer, et puis tu vas dire ah bah tiens, machin, et au final tu vas rien faire. La distraction, c'est ça. On parle souvent de la loi de l'attraction. Moi je parle de la loi de la distraction. Tu vois, pour le coup, là, il y a beaucoup de personnes qui sont maîtres à ça. La loi de la distraction. Mais en fait, le mec, il te dit... et pour moi, tu es forcément expert dans un truc. Tu vois ? Et si tu glandes et tu passes 15 heures dans le lit ou à regarder des vidéos, des séries ou à regarder, tu vas devenir un expert là-dedans. C'est ça, j'avais entendu cette phrase, je ne sais plus de qui j'ai entendu ça. Si tu pratiques la distraction toute la journée, à la fin de la journée, tu deviens un expert en quoi ? En distraction. C'est entièrement ça. Mais en fait, de base, on est des experts. On a un cerveau qui fait que tu le positionnes sur ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux devenir entrepreneur ? Tu veux développer ta boîte ? Câble-toi comme ça. Tu fais ce truc-là et focalise ça. Après, il y a les notions de visualisation où tu vas aller chercher ton futur, tu vas le ramener dès à présent. Et le fait de faire ça, bah, tu n'as plus peur parce que tu l'as déjà. Pourquoi tu veux que je ne peux pas avoir peur de quelque chose que j'ai déjà vécu, en fait. Donc du coup, à partir de là, il n'y a plus ces barrières qui montent en disant « Ah ouais, mais si jamais tu n'as pas le financement, si jamais tu n'as pas… » Tu sais, toutes les excuses qui font que tu n'y vas pas, en fait. Non, va le chercher. Tu veux ça ? Vas-y. Imagine-toi, tu es déjà dedans et tu le vis et tu es dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ton corps, il va comprendre et tu vas commencer à réimprimer dans ton corps « Voilà ce que je veux. » Et tu vas te sentir bien. Allez, go. Et quand tu vas sortir, tu vas te dire « Ah bah, il me faut un financement. » Tu ne vas même plus y penser. Parce que le truc qui est vraiment kiffant, c'est que tu n'as pas besoin de chercher comment tu vas faire les choses. Tu as juste besoin de savoir pourquoi tu vas les faire. Une fois que ton pourquoi, il est là, tu es focalisé sur pourquoi tu fais les choses. Et les trucs vont se mettre de manière automatique, tu vois. Et quand tu as des personnes souvent aussi qui me disent « Ouais, mais j'ai pas cette motivation, j'ai pas ce truc-là. » Je leur ai dit « Mais il faut être focus. » Mais quand il faut être focus à 400%. Ils me disent « Ouais, mais tout… » Et en fait, avec cette loi de distraction, non. Je prends l'exemple. T'es un papa, t'es une maman, t'as ton enfant. Toi, t'es là. Ton enfant, il est dans un centre commercial. Il est là. Tu l'as perdu. Ça fait 5 minutes, tu le cherches. Tu l'entends. Tu l'entends, papa, je suis là, 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 là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à chercher. Il y a du monde là au milieu. Là. Tu fais quoi ? Tu passes ton temps à dire bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux pousser ? Tu vas dégager tout le monde. Ça, c'est de la détermination. Là, t'es focus. Là, tu vas aller chercher ton truc. Parce que tu sais que c'est… Là, tu prends n'importe quelle mère, elle perd son fils. Tu lui dis, il faut traverser la rivière, pose même pas de question. Elle y va. Il n'y a pas de est-ce que je sais nager, est-ce que je sais pas nager. Les excuses à 2 balles, t'en as plus. Comme par hasard, il n'y a plus rien. C'est, voilà, qu'est-ce que je veux ? Je vais aller le chercher. Là, tu vas y arriver. Si t'as pas atteint ce truc-là, c'est mort. Cherche même pas, en fait. Ne démarre même pas le truc. Tu vas perdre ton temps. J'avais cet exemple du feu par rapport à la fatigue des gens qui pensent être fatigués en permanence ou avoir la flemme en permanence. S'il y a des pompiers qui tapent à ta porte, tu vas réaliser que tu n'es peut-être pas fatigué. Exactement.
Mais c'est exactement ça. Mhm. C'est ces croyances que tu as, ce conditionnement qui fait que... Et en fait, au-delà des croyances, tu as une sécurité, c'est-à-dire que c'est tranquille. Est-ce que tu as vraiment besoin de le faire? C'est-à-dire, si tu étais en train de te faire bombarder dans un autre pays, tu ne te poserais pas ces questions-là. Tu serais là, tu serais éveillé, mais laisse tomber. Tu serais en mode, voilà, tu es un animal et tu dégaines. Tu ne te poses pas de questions. Là, ici, on a des matelas 26 cm. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un confort. Et ce confort fait que, oh, si tu l'as pas, c'est pas grave. Tu peux attendre. Des matelas de 26 cm. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Hein. Donc tu peux attendre, tu vois. Mais je veux dire, si t'es en Inde ou en Chine ou je sais pas quoi, tu as un matelas, il fait 2 cm, je peux te dire que quand le mec il te réveille, tu es au garde à vous tout de suite. Ouais. C'est le confort, justement, c'est ce côté-là. Maintenant, ton môme, tu l'as perdu. Je peux te dire que la foule, tu vas tracer, tu vas faire des dégâts, peut-être, mais tu vas avoir ton objectif. À partir de là, on peut commencer à travailler. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour faire semblant, tu perds ton temps et je perds mon temps, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est le numéro 1, c'est de savoir ton objectif. Et 2, tu focalises. Et 3, si tu as des problématiques, des blocages qui font que ouais, tu as tendance à... T'as des tendances, t'as des restes d'histoire du passé qui ne sont pas très finalisés, très digérés, parce que souvent, mon métier, c'est aussi de faire digérer les choses. C'est bizarre à dire, mais l'idée, c'est que dans ton passé, tu digères les choses, et une fois que tu les as digérées, tu peux les évacuer, il n'y a pas de problème. Si ça reste là, tu vas le vomir. Alors des fois, c'est bien de le vomir. Et du coup, ça passe par des phases où tu as une tristesse, voilà, mais il y a un moment, il faut se reprendre et redémarrer. Quoi. Parce que tu as des gens qui vomissent et qui rebouffent leur vomi, tu vois. Donc du coup, et c'est vraiment de se dissocier. C'est l'ego, au final, et c'est pour ça que le coaching fait lier aussi, pour moi, ma vision du coaching, l'hypnose, il y a aussi ce côté spirituel. Il y a le côté, ton ego, tu as un système, tu as une loi d'attraction, tu as un équilibre qui se fait. Ces types de personnes, elles se mettent toujours avec ce type de personnes, du moins, toujours, peut-être pas, mais souvent avec ce type de personnes, ce que tu fais, il y a toujours un impact par rapport à ton histoire de vie, quoi. Donc ça, c'est plutôt ce côté-là. Okay. J'aurais une petite question du coup par rapport aux émotions, dû à tout ce qu'on a pu partager au tout début. Ouais. Comment tu fais pour contrôler tes émotions? Est-ce que tu les contrôles, premièrement? C'est ça déjà, en fait. Parce que déjà, tu vois, c'est ça le truc qui est génial. C'est dans ta question, il y a déjà ta manière de percevoir les choses. Il y a le mot contrôle qui, je me dis, contrôle. Qui est un mot fort. C'est pour ça que je renchéris sur est-ce que tu les contrôles? Tu as raison. En fait, contrôle, ça veut dire que je veux contrôler, ça veut dire qu'il y a derrière... Qui dit contrôle dit peur. Ça va ensemble. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as le contrôle, c'est que tu as peur quelque chose. Tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de... Je veux dire... Je suis pas, mais admettons, art martial, je suis 10e dan d'un truc. Je vois un mec dans la rue. Je me pose même pas la question, en fait, tu vois ce que je veux dire. Si par contre, je suis juste à mon premier truc et je suis comme ça, je vais chercher de canaliser, de verrouiller mon environnement pour justement contrôler, parce qu'il y a cette peur. Donc du coup, ça me fait penser à un autre truc. Des fois, c'est bien d'avoir peur aussi, parce que du coup, tu peux être assis sur tes lauriers et te dire, ouais, tout tranquille, et tu vois pas le truc arriver. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire... Est-ce que tu peux contrôler tes émotions? Tes émotions, elles sont naturelles. Tes émotions, c'est la vie. Est-ce que je peux contrôler ma vie et ce qui arrive? Si tu peux faire passer le soleil de l'ouest à l'est et de l'est à l'ouest, oui, mais sinon tu peux pas. Tu peux juste gérer l'expression de tes émotions. Mais tes émotions, quand tu as été touché, bah, tu as été touché. Il n'y a que toi qui peux me dire ça t'a fait mal. Si ça t'a fait mal, après on peut travailler dessus pour que la fois d'après, ça te touche moins émotionnellement. Mais... c'est pas pour autant que ça va disparaître et du jour au lendemain, je vais pas... Non, c'est juste qu'au lieu de regarder ta peine, tu vas te focaliser sur autre chose. Et on va pouvoir avancer. Et la vie, les émotions, c'est comme les saisons. Tu en as 4, les émotions, tu en as plein, et ben tu vas passer dans toutes les émotions. C'est pas parce que l'hiver, c'est chiant, parce qu'il fait froid. L'hiver, il est aussi nécessaire. Ouais. La tristesse, elle est aussi nécessaire. Donc du coup, c'est des choses de la vie. Vouloir contrôler ça, cherche pas à avoir un été toute l'année. Ça n'a pas de sens, tu vas mourir en fait. Tu as besoin de ces phases-là. La phase, tu vois, les animaux, ils hibernent, et c'est pas pour rien. L'été, il est là, et c'est pas juste pour aller à la plage et kiffer, tu vois. Donc il y a une utilité derrière tout. Ouais. En fait, pour moi, l'idée, en fait, c'est... Quand je dis contrôle, la question, c'est est-ce que tu peux contrôler les émotions? Ça veut dire qu'il y a des choses qui te plaisent pas dans les émotions. Et je veux voir le verre à moitié vide, à moitié plein, on s'en fout. Tu as le verre, il est là, et la réalité, c'est... Il est comme ça, point barre. Ça, j'adore. Tu vois? Ça, j'adore. Il y avait Jim Rohn, je suis sûr que tu connais, surtout si on parle de PNL et tout ça, qui disait, il y avait cette phrase, bon, je la traduis en français, je paraphrase un peu, mais il disait
Oui, le verre il est à moitié vide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas gérer ça? Parce qu'il y a toute cette dynamique de le verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Ah ouais. Mais s'il est à moitié plein, il est aussi à moitié vide. Bah Tu n'arrives pas à gérer le fait qu'il soit à moitié vide. Mm. Et après, moi, mon point de vue, c'est il y a un verre avec de l'eau. Sois C'est tout. reconnaissant. That's it. Ah, mais c'est exactement ça. Tu vois, on est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas. Ouais. Et quand tu regardes ce que tu n'as pas, ça veut dire que tu es en train de calculer ce que tu as. Mais tu as peur de ce que tu as en te disant bah, peut-être que je ne l'aurai pas. Si je ne l'aurai pas, bah, du coup, il faut que j'en prenne plus. Il faut que... Non. Tu sais, dans toutes les religions, il y a la gratitude. Ouais. Tu prends n'importe quelle religion, tu prends quelle philosophie, la gratitude, tu l'as. Et parce que à un moment, ton ego, il va t'envoyer dans un truc en te disant hey, tu n'as pas la dernière voiture. C'est dommage. Tu n'as pas le dernier iPhone. C'est dommage, tu ne pourras pas mettre l'application. Mais tu as juste oublié qu'un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Les trucs de base, tu ne l'utilises pas. Ouais. Aujourd'hui, tu as la faculté de pouvoir respirer, voir, sentir, toucher. Tu peux faire plein de trucs et tu te focalises en disant ah ouais, mais j'ai pas l'iPhone. Tu vois, c'est grossier le truc, hein. Mais en fait, le travail, il est là-dessus. C'est juste de... Le problème, c'est que ton ego, il va t'identifier un truc et tout le travail, c'est de désidentifier en te disant, pas non pas que tu n'as pas besoin du dernier iPhone, parce que voilà, mais c'est juste de te dire, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec? Ouais. Elle est où l'utilité? Pourquoi tu veux ça? Tu vois, le pourquoi, moi j'ai une théorie, c'est que le pourquoi et le comment. Le pourquoi, je le cherche jamais dans le passé. Si je commence à chercher le pourquoi dans le passé, je suis mort. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi machin? Tu sais, toutes les histoires bizarres. Les questions bizarres du genre, il m'a largué, pourquoi il m'a fait ça? J'aurais dû, pourquoi? Pourquoi j'ai pas pensé à ce truc-là? C'est mort. Le pourquoi, tu le prends, tu le mets dans le futur. Pourquoi je veux faire ça? Ok, tu as des vrais trucs, là tu peux y aller. Le comment, c'est pareil. C'est comment dans le futur, on s'en tape. Si tu es déterminé, tu vas y arriver, ça va venir à toi, ne te pose pas de questions en fait. Et du coup, dans le passé, tu peux aller utiliser le comment. C'est comment j'ai fait pour réfléchir comme ça. Là, ça devient un outil, un levier, en te disant, à partir de là, j'ai fait ça, et le comment devient ton instructeur. Comment je fais ça? Le comment du passé. Le comment du passé, pardon, devient ton instructeur parce qu'il va te faire rejaillir quelque chose qui va te permettre de grandir. C'est comment j'ai fait ça pour éviter de le refaire. Et dans le passé, j'ai pas besoin de comment. Pourquoi dans le passé? C'est te casser la tête en fait. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ci? Pourquoi? Ton ego il est en train de te parler. Tu vas perdre ton temps et tu n'avanceras pas plus vite en fait. Par contre, tu le mets dans le futur, c'est nickel. Donc pour résumer, tu es là. Comment dans le passé pour apprendre de tes erreurs du passé? Comment j'ai fait ça? Et pourquoi je veux faire ça? Et si c'est solide, c'est comme un aimant. Tout va se mettre en ordre de bataille. Parce que tu vas mettre les œillères du cheval. Et puis je sais où je vais. Mais si tu sais pas, tu vas passer ton temps à passer, à regarder, à dire ouais, c'est pas. Comme je parlais des personnes multiples, tu peux avoir plusieurs personnes et tu vas dire tiens, elle est sympa, lui il est sympa, machin, ok. Et au final, on fait quoi? Tu tournes en rond en fait. Donc après, c'est un état d'esprit en fait. Tout est un état d'esprit. Ouais. En général, on dit de la réussite ou d'une personne qui vit ses rêves que c'est 80% de la réussite et 20% de stratégie. Oui. La stratégie est tout aussi importante. Non, mais s'il n'y a pas d'état d'esprit, c'est un état d'esprit. Et moi, je considère qu'on est des personnes, on est des états. C'est-à-dire, quand je dis des états, on est constamment des états émotionnels qui sont en train de bouger. Pourquoi je veux la dernière voiture? Parce que avoir la dernière voiture, ça va me donner un état émotionnel qui fait que je me sens bien. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas la dernière voiture. Tu vois, les personnes viennent me voir et me disent moi, si j'ai pas cette nana. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Ce que tu cherches, c'est l'état émotionnel dans lequel elle t'envoie en la regardant et parce qu'elle te regarde de cette manière-là, toi, tu te sens bien. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça n'existe pas. Si je te dis ce plat, il est trop salé, il n'y a que toi qui peux me le dire. Et peut-être que pour toi, il ne sera pas salé. Et ça ne veut pas dire que tu as tort ou tu as raison. Ça veut dire que pour toi, il est de cette manière-là. Donc quand tu cherches quelque chose à l'extérieur, non, il faut que tu le définisses par rapport à toi. Donc quand tu as un mec qui vient ou une nana qui dit non, t'as fond, t'as raison, t'as tort, ouais, ok. Ok, ça j'aime le ok. Deux autres petites questions. Bien sûr. Qu'est-ce que l'on ne sait pas sur l'hypnose que l'on devrait savoir?
C'est-à-dire le dark side de l'hypnose ou... Non, ce que d'après Non. toi, d'après ton expérience, quand les gens viennent te voir ou par rapport à ce que tu as pu observer, Ce qu'on ne sait pas de l'hypnose, c'est que... Ah, attends, est-ce que tu pourrais être plus clair? Parce que du coup, je... bah, c'est 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 très vague comme question. C'est qu'est-ce que d'après toi les gens ne savent pas qu'ils devraient savoir sur l'hypnose, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Ah ouais. Alors, l'hypnose, c'est pas un outil magique. Souvent, tu as aussi ce type de personnes qui se disent, moi, je vais aller le voir, il va me faire, je vais dormir, je vais me réveiller, c'est parti. C'est pas la peine. Je le dis, c'est pas la peine, c'est pas vrai en fait. Ce serait un mensonge de dire, oui, tu vas dormir, tu vas claquement de doigts, tu vas dormir, tu vas te réveiller, t'as plus rien du tout. Non. Tu vas dormir si tu as envie de dormir. Parce que tout ce qui se passe, de toute façon, c'est. On est une équipe en fait. C'est pas du genre je commande et puis je fais ça et après. Non, c'est un travail qui se fait à deux. Il y a une confiance qui s'instaure. C'est c'est un partenariat en fait. C'est plus que de dire bah, je vais faire ça et puis du coup tu vas voir, tu vas te réveiller, tout va bien. Non, c'est quelle est ta problématique, sur quoi, comment tu penses, pourquoi. On va regarder, on travaille à deux. Est-ce que ça te va, ça te va pas? Tu es en train de construire quelque chose. Et il n'y a pas de je vais faire une séance et je vais me barrer et tout va bien. Non, tu vas faire une séance et tu vas commencer à comprendre qu'il va falloir que tu deviennes responsable des trucs que tu as eus dans le passé. Oui, ça, si tu veux devenir responsable et pouvoir construire ton futur, oui, tu peux venir. Mais si tu viens pour me dire enlève-moi la petite verrue que j'ai là et puis on n'en parle pas, il ne faut pas venir me voir, Ouais. ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas cette motivation de fournir des efforts. Mais non, Là. Ok. parce que si t'as, il faut comprendre en fait que si tu es dans la souffrance, c'est que tu n'es pas dans ta ligne de vie. Hmm. La vie, elle n'est pas faite pour que tu sois en train d'être torturé, tu vois. Donc si tu viens et tu me dis, voilà, je souffre parce que j'ai ça, 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 je vais t'expliquer en fait comment tu vois les choses toi. Quand tu souffres toi, moi je souffre pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais essayer de comprendre. J'ai une carte blanche, je vais me mettre à ta place et je vais me dire, ben voilà, voilà comment il voit le monde, voilà sa manière, et voilà, ah, mais cette zone-là, il l'a pas regardée en fait. Tiens, essaie de regarder ton regard par là, ça donne quoi? Ah bah je me sens bien, pas bien. Ok, on va regarder ça. Et on co-construit quelque chose à deux, et à partir de là, toi tu grandis et tu commences à comprendre que bah, finalement la carte qui était là, qui est ton conditionnement, bah, finalement elle est plus grande. Donc je peux faire ça. Qu'est-ce qui t'empêche, je prends un cas, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Bali en fait? Si ce n'est toi en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as On se fixe nous-mêmes des obligations parfois. des gens, Il y ils en a vont me certaines dire. qu'on doit avoir, Exactement. dues à l'État ou même à nos enfants. Et encore, Mhm. là c'est un autre sujet, mais on se les met à soi-même. Oui, Celles que l'on a envers l'État, en gros, on n'a pas le choix. Il y en a certaines qu'on peut avoir envers nos enfants qu'on n'a pas le choix, mais reliées à l'État, mais on a toujours le choix par rapport à nous. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'obligations que l'on se fixe. Tu vois, et ces obligations, tu as des personnes qui vont se dire ouais, Jean, il est parti à Bali. Mais vas-y, prends le billet, vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais. Et là, il y a beaucoup d'excuses que je connais Ouais, classiques, mais pour moi, ce sont que des excuses parce que j'ai voyagé en n'ayant rien. c'est Et ça. donc, du coup, on réalise qu'il y Mais a parce beaucoup. que si tu voyages ne cherche pas le comment, cherche pourquoi tu veux faire ça. Ouais. Qu'est-ce Si qui tu te cherches motive? pourquoi, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te réveille le matin et qui te dit ah ouais, il faut que je fasse ça. Il faut que tu comprennes un truc. Moi, quand je parle avec les personnes, ce que je leur dis, il faut que tu comprennes un truc, c'est que si tu te lèves pas, t'es mort. Lève-toi pour une chose. Tu te lèves pour ça, là tu vis. Si tu te lèves pas, bah reste, assis-toi, regarde Netflix, bon courage. J'ai rien contre Netflix, hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Regarde et tu sais, c'est Gary Vee, je sais pas, tu vois. Ouais, je vois. Il y a un truc j'ai trouvé génial en fait. Il t'explique le truc, c'est que tout le monde de manière générale, soit tu es un producteur, soit tu es un produit. Fais ton choix en J'avais fait. jamais entendu ça. Tu vois? Et le truc, et c'est pareil pour Facebook. Tout le monde te dit, ouais, Facebook, c'est génial, c'est gratuit. Ah non, c'est toi le produit. Tu vois ce que je veux dire? T'es le produit à travers ton attention. Exactement. Tu es le produit, en fait. Donc, du coup, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Si tu veux, les trucs. Donc, à partir de là, si tu as envie si tu sais pourquoi tu dois aller à Bali ou tu dois aller au Mexique et tu as un truc, tu vas voir que tu vas mettre des œillères et à travers les filtres que tu vas mettre, justement, et c'est là-dessus où on travaille justement en coaching, de mettre les bons filtres, c'est-à-dire que de voir le filtre de l'échec, le pessimisme, ça marche pas, c'est de te dire, ah bah tiens, bah tu vas commencer à te dire, tu vas même voir des fois que ton voisin, le mec, il travaille dans une boîte qui peut t'emmener dans un truc à côté. C'est juste que tu n'as jamais parlé avec ton voisin parce qu'avant, tu n'étais pas dans ce filtre-là. Tu as des opportunités, elles sont partout. Ouais. Comme le disait Oprah Winfrey, les opportunités, c'est comme les autobus. Ils arrivent, il faut juste les prendre. Exactement. Dernière petite question. Ouais. D'après toi, comment on fait pour être heureux du coup?
Quel serait l'élément essentiel? Même s'il y en a plusieurs, quel serait l'élément essentiel? Heureux, c'est une question philosophique. Heureux, ça dépend ce qu'on. Heureux, c'est se sentir bien, c'est être heureux physiquement. Par rapport à ta définition. Je pense que, en tout cas, aujourd'hui, on mélange beaucoup être heureux et avoir du succès. Pour moi. C'est pas parce que tu as du succès que tu es heureux. C'est pas parce que tu es côtoyé, tu es reconnu dans la rue, que des gens ils te disent ouais, tu as des millions de vues ou je sais pas quoi. C'est ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Mais l'idée, c'est. Parce que je les ai en coaching. Donc je sais en fait que de l'autre côté, c'est pas ce qui te rend heureux en fait. Ce qui te rend heureux, c'est surtout d'avoir une connexion, déjà avec toi-même et vis-à-vis du monde où tu es bien entouré et tu sens que. Tu sais, c'est ce qu'on disait là, il y avait ce côté service, de rendre service et de servir à quelqu'un, à quelque chose, pardon. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai une mission et je sais pourquoi je suis là. Et à partir de là, ton environnement va changer, les gens autour de toi vont changer et ça va te remplir en fait. Si tu es entouré de parasites, tu es entouré de machins et tu commences à faire ça, t'es pas sur. Ça va être difficile d'être heureux. Et en fait, pour revenir à l'attachement, tu vas essayer de capter, d'attraper des trucs et de te dire si j'ai pas ça, je suis pas heureux. Et une fois que tu l'as, bah t'es pas heureux. Tu vois, tu vas te dire moi je veux la dernière voiture, je veux un Porsche Cayenne. Une fois que je l'ai, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Tu as le Porsche Cayenne, bah qu'est-ce qui se passe? Bah, tu commences à comprendre qu'il faut aller passer à la pompe à essence pour payer le truc, qu'il y a une assurance qu'il faut payer, qu'il y a le pneu, il coûte à lui tout seul, il coûte 400 balles. Tu vois, il y a l'envers du décor parce qu'en fait, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de moche, c'est juste une entité. Et tant que tu te focalises sur un truc, en te disant c'est à travers ça que moi je serai heureux, ouais, t'es mort. C'est fini en fait. C'est pour ça que la recherche, elle doit être déjà spirituelle et te dire voilà ma vocation, voilà ce que je veux faire, et les moyens vont venir tout seuls. Et ça va t'enrichir. Okay. Mais après, rester bloqué sur moi, quand j'aurai sur mon compte tant, et tant que j'aurai ça, c'est mort. Dès que tu commences à aller chercher quelque chose à l'extérieur, c'est mort. Donc la recherche à l'intérieur et trouver sa mission de vie. Exactement. Les moyens de l'extérieur, ce sont des moyens. Ce ne sont pas des résultats. Juste des moyens pour atteindre ton truc. Intéressant. Et puis du coup, c'est à travers ça. C'était bien cool en tout cas. Voilà. Toutes ces explications, tous ces partages. Merci infiniment pour ta présence. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir. Sans problème.